Bonjour à tous et merci d'être présent à ODD TV. Marc Toiti est notre invité, grand économiste français que l'on ne présente plus, habitué des plateaux de radio et de télévision. Merci beaucoup Marc d'être avec nous. Avec plaisir. Bâtir un avenir durable au milieu des crises qui s'entrechoquent. Comment, par quelle solution? C'est en partie ce dont nous allons parler ensemble aujourd'hui, Marc Toiti. Alors bien sûr, les crises, il y a la pandémie, il y a les impacts de la guerre en Ukraine, et d'ores et déjà, un rapport de l'ONU nous donne ce chiffre complètement hallucinant. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais moi je ne le comprends pas. 5,5 billions de dollars manqueraient aujourd'hui cumulés dans les caisses des différents pays du monde au chapitre précisément des objectifs à atteindre en termes d'ODD, d'objectifs de développement durable. C'est quoi ce chiffre? 5,5 billions de dollars. En fait, ça représente simplement le fait qu'aujourd'hui, je dirais, nous devons engager une révolution technologique pour justement mieux utiliser notre planète, pour éviter justement de subir les affres effectivement du réchauffement climatique et j'ai envie de dire donc mettre nos économies, on va dire, à la page entre guillemets pour relever ce nouveau défi du développement durable, bien entendu. Le problème, c'est que on a déjà une dette qui est énorme et notamment à cause du coronavirus, à cause de la gestion qu'on en a faite. On a un petit peu distribué tout et n'importe comment, notamment dans les pays développés, notamment en France et en Europe. Eh bien, le problème est qu'on n'a plus justement cette capacité financière pour adapter nos économies. Donc c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui, il est que nous devons effectivement adapter nos économies à cette nouvelle donne. Alors, parce que beaucoup prônent par exemple ce qu'on appelle la décroissance en disant voilà, on va faire de la décroissance et tout ira bien. En fait, le problème c'est qu'il n'y a rien de pire que la décroissance. Et alors déjà pour les pays émergents, parce que ce serait très inégal et inégalitaire finalement. Parce qu'on leur dirait, en gros, nous avons le droit de croître pendant des siècles. Maintenant que vous nous rattrapez, vous ne pouvez pas continuer. Donc, ce n'est pas effectivement une solution. On ne peut pas, comme ça, générer cette décroissance. Et même pour nous, pays riches, si jamais, entre guillemets, un pays riche, si jamais nous avons cette décroissance, on aura également des crises sociales, du chômage, etc. Donc, la seule solution, parce qu'on a quand même un dilemme, c'est que la Terre est ronde, donc on vit dans un monde fini, donc la croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Simplement, pour y arriver, il faut trouver des nouvelles sources de création de richesse au travers de l'innovation, du progrès technologique, de la formation également, parce qu'il va falloir former l'ensemble des populations, et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrivera, je dirais, à aller vers l'avant et à créer, je dirais, une Terre plus propre, plus écologique, mais toujours en croissance. Il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal. Je vais prendre un exemple très basique. Vous souhaitez inviter des amis à dîner, je souhaite inviter des amis à dîner. On a un budget de temps, on fait le rapport entre le coût du repas et le nombre d'invités, puis on a un ratio. Et en fonction de ça, on décide ou pas d'inviter moins d'amis ou plus d'amis. Pourquoi les États ne fonctionnent-ils pas de la même manière? Vous dites qu'on n'a plus les moyens quelque part d'exister et pourtant on continue par définition cette crise de croissance. Comment expliquez-vous ça, vous, économistes? Alors, je dirais, le problème est simple, c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. On l'a bien vu pendant la pandémie, c'est-à-dire que globalement, on s'est dit, plutôt on n'a qu'à enfermer, entre guillemets, les citoyens, leur distribuer effectivement des aides, et puis ça va calmer un petit peu la population. Sauf qu'évidemment, ceci a un coût énorme, revêt un coût énorme. Je prends ne serait-ce que le cas de la France, on a augmenté la dette publique de 560 milliards d'euros. Alors pourquoi et comment avons-nous pu le faire? C'est parce que cette dette a été financée par la Banque Centrale Européenne, ce qu'on appelle la planche à billets. Le problème, c'est que je n'ai pas arrêté de dénoncer et de dater pendant cette pandémie, justement, en 2021, c'est que, on a créé, justement, à cause d'une demande trop élevée par rapport à l'offre, c'est-à-dire la production, on a créé effectivement une inflation. L'inflation n'est pas née avec la guerre en Ukraine. L'inflation est arrivée dès 2021, justement par cette erreur de stratégie, cette fuite en avant, justement, on n'a pas voulu regarder la réalité en face, et donc on a créé cette inflation. Ensuite arrive la guerre en Ukraine, avec évidemment cette tension sur les cours des matières premières, et donc de nouveau, l'inflation est en train de croître, ce qui met à mal, évidemment,
la stabilité économique, sociale et sociétale de nos pays. Donc c'est ça l'erreur fondamentale, si vous voulez, c'est qu'on est dans cette fuite en avant, on se dit finalement la dette, on ne va pas devoir la rembourser d'un seul coup, donc ça tiendra. Et donc c'est ça le plus important dans la dette, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. C'est-à-dire que si je m'endette et que j'ai suffisamment d'activités, de revenus pour rembourser les intérêts de la dette, à ce moment-là, ça passe. Le problème, c'est que si je prends le cas de la France, par exemple, depuis 2007, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que même si je prends 100% d'impôts sur ma croissance, ce qui heureusement n'est pas le cas, bien sûr, je ne peux même pas payer les intérêts de la dette. Donc, c'est-à-dire que pour juste payer ces intérêts, je dois encore m'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette, ce qui fait donc que cette dette s'auto-alimente. Et donc, c'est ça qui est très dangereux. C'est ce manque finalement de vista de nos dirigeants. Et donc, on le voit aujourd'hui, on réagit une fois que le mal est là. C'est-à-dire qu'on a compris notre dépendance à l'égard de la Chine lorsque, effectivement, est arrivée la pandémie, qu'on a eu des pénuries, je dirais, de différents composants électroniques et autres. Aujourd'hui, on comprend notre dépendance par rapport, je dirais, au gaz russe, par exemple, une fois que le mal est fait, entre guillemets. Donc là, maintenant, on veut réagir, mais encore une fois, il faut anticiper. On a le problème de la sécheresse également, où là aussi, on sait très bien qu'il y a des techniques qui existent pour essayer de préserver l'eau, d'améliorer son rendement, entre guillemets, son utilisation, et on ne l'a pas fait. On attend d'être devant cette sécheresse pour réagir. Donc c'est ce manque d'anticipation qui nous fait défaut parce que justement, c'est le problème des dirigeants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du court terme, c'est être réélu, c'est la paix sociale éventuellement. Et en plus, ça ne marche même pas. On le voit en France. Nous sommes l'un des pays qui a le plus augmenté sa dette publique, et pourtant, on voit qu'il y a toujours des crises sociales, il y a eu les gilets jaunes, il y en aura peut-être encore d'autres demain, etc. Donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux, c'est qu'on met des moyens énormes, mais pour peu d'efficacité, notamment économique et surtout sociale. C'est ça le vrai enjeu. Ce qui me frappe toujours, c'est qu'aujourd'hui en France, nous sommes le pays où il y a le plus de dépenses sociales par rapport au PIB. C'est 32% du PIB contre 20% en moyenne dans l'OCDE, c'est-à-dire les pays développés. Et on n'est toujours pas content. C'est-à-dire que malheureusement, pour beaucoup de Français, ils vivent difficilement. Donc ça veut bien dire qu'il y a des moyens, mais qui sont mal alloués. Donc tout le problème est là. C'est comment on alloue effectivement ces moyens. Il faut mieux les réorienter pour justement avoir une économie plus féconde en activité et en emploi. Vous faisiez allusion aux crises sociales, sociétales, aux objectifs aussi à atteindre. On y revient dans un instant à travers les ODD, les objectifs de développement durable. Marc Toiti, un mot de votre point de vue d'économiste. Pourquoi la guerre en Ukraine a une telle conséquence planétaire alors qu'il s'agit néanmoins, et je pèse mes mots, d'un conflit presque régional entre un pays souverain et un ancien grand frère qui revendique une autre souveraineté. Pourquoi ce conflit local a une répercussion économique planétaire? Bien, là aussi, malheureusement, c'est les mesures que nous avons prises, nous, les Européens, les Américains, notamment, on va dire les pays développés, enfin les pays occidentaux, va-t-on dire, puisque beaucoup de pays africains n'ont pas pris les mêmes mesures parce qu'ils n'avaient pas le choix, c'est qu'on a décidé, entre guillemets, rappelez-vous les déclarations, les dirigeants européens, également français, on avait dit qu'on allait, entre guillemets, écraser la Russie en les boycottant. Ce qu'on avait oublié, c'est qu'on était extrêmement dépendant, justement, de l'énergie russe, notamment du gaz russe. Par exemple, 60% du gaz allemand venait de Russie. Et comme les Allemands ont arrêté le nucléaire, ils comptent énormément justement sur le gaz pour avoir une économie qui continue d'avancer. Nous, pareil, alors on a la chance d'avoir le nucléaire, c'est vrai, mais néanmoins, nous, en France, on a effectivement le nucléaire, mais ceci étant, comme la moitié seulement du parc est utilisé ou utilisable, eh bien, on a également besoin de ce pétrole. Donc, c'est là le problème, nous aussi, là, on s'est mis nous-mêmes dans ce piège, c'est-à-dire que, vous l'avez bien dit, c'est vrai que c'est un problème local, sauf que la Russie est devenue le premier exportateur mondial de gaz, le deuxième exportateur mondial de pétrole, le premier exportateur mondial de blé. Donc, encore une fois, ça, on a laissé faire. C'est pas les Russes qui l'ont décidé. C'est nous qui, malheureusement, nous sommes devenus dépendants, effectivement, de cette Russie et de cette économie russe. Et c'est le paradoxe, c'est que plus on a voulu prendre des sanctions, donc après, encore une fois, on revient sur l'offre et la demande. Si vous baissez effectivement l'offre et que la demande est toujours là, et bien les prix flambent. Et donc, c'est ce qui s'est produit. Évidemment, il y a eu également un petit peu de spéculation, c'est sûr, mais tout le problème aujourd'hui là, c'est qu'on avait déjà des pénuries qui étaient liées à la pandémie, et on a ajouté encore
à ces pénuries. Et c'est ça qui a fait flamber effectivement les cours des matières premières. Et donc ensuite, nous payons. Hein. C'est là qu'est le problème. C'est que Vous faites nous partie étions. des économistes qui sont inquiets pour l'hiver d'un point de vue bien sûr occidental, mais le gaz, l'Afrique en a aussi besoin peut-être moins pour se chauffer, mais pour faire fonctionner ces industries. Vous faites partie de ces économistes qui ont peur? Bien sûr, mais c'est clair que je suis très inquiet par rapport, je dirais, à l'avenir, je dirais aujourd'hui de cette, à l'avenir effectivement de l'économie, parce que c'est ça le problème, c'est que quand vous avez une inflation qui est élevée, le seul moyen de sortir de l'inflation élevée, c'est au travers d'une récession. Donc au-delà effectivement des pénuries de gaz que nous allons avoir, ça c'est inévitable. D'ailleurs, le gouvernement français a déjà commencé à prévenir. Nous avons une situation où aujourd'hui, et malheureusement encore une fois, eh bien, nous allons avoir une économie qui va être bloquée, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. Alors on nous dit oui, il faut être, je dirais, il faut être raisonnable, il faut limiter notre consommation. C'est vrai, et ceci va alimenter de la récession, elle va alimenter du chômage, donc ça qui est extrêmement dangereux. Donc tout le problème est là. C'est-à-dire que maintenant que nous sommes dans cette forte inflation, il faut être honnête. Le seul moyen de sortir d'une forte phase d'inflation, c'est au travers de la récession. Alors bien sûr, le problème c'est que normalement on a les moyens de réagir face à la récession ou même face à l'inflation. Sauf que là, on vient seulement de sortir d'une crise historique, hein, qui était celle de la pandémie. On a utilisé tous nos moyens, toutes nos cartouches pendant cette pandémie, et maintenant qu'arrive la nouvelle crise, on n'a plus de cartouches. Normalement, les crises, c'est tous les 7 à 10 ans, si vous voulez. Là, on n'a même pas fini la dernière qu'une nouvelle arrive, donc on n'a pas de cartouches pour répondre, bien entendu. Et vous l'avez bien dit, là, on parle effectivement des pays, entre guillemets, développés, mais c'est encore plus grave pour les pays dits émergents, notamment, bien entendu, l'Afrique, où là, bien sûr, l'Afrique, c'est le continent qui a le plus de potentiel de croissance. Hein. Chaque année, l'Afrique devrait croître simplement, je dirais, si on avait un développement normal des populations, on devrait croître de l'ordre de 6 à 7% par an. Or, la croissance du continent africain, bien sûr, les disparités, est autour de 1 à 2%. Donc, il y a une marge énorme, bien entendu. Et c'est sûr que ce qui se passe aujourd'hui sur l'approvisionnement, en termes de gaz, en termes de blé également, est très dangereux, bien entendu, pour les pays africains qui n'ont pas, malheureusement, de moyens de résister. Vous savez, justement, dans mon dernier livre et également dans le nouveau, la Reset 2, donc Bienvenue dans le monde d'après, c'est vrai que j'annonce un chiffre très simple pour comprendre l'importance de la croissance et de la mondialisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on veut avoir une démondialisation, faire de la décroissance, mais vous savez, au début des années 80, vous aviez à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de 1 $ par jour, la moitié de l'humanité. En 2019, donc avant la pandémie, donc grâce finalement à cette mondialisation, à la croissance, hein, eh bien cette part de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême, donc d'ailleurs qui est monté à 1,9 $ par jour, eh bien est tombée à seulement 8,5%. Bon, c'est encore beaucoup, mais on passe de 50 à 8,5. C'est formidable. Et on a eu pendant la pandémie, qui a été un exemple de décroissance en temps réel, entre guillemets, en quelques mois, le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême a augmenté de plus de 200 millions de personnes. C'est assez incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait être extrêmement prudent. Et justement, pour rebondir sur l'Afrique, ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, 90% des personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême sont en Afrique. Donc, c'est à la fois très inquiétant, puis également à la fois, on va dire, positif. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de croissance qui est très fort pour l'Afrique, donc qui permettrait justement de dynamiser cette croissance. Mais c'est vrai que si on a des problèmes d'approvisionnement, ne serait-ce qu'en blé ou en gaz, eh bien on va freiner bien sûr ce développement. Une dernière question, Marc Chouati, en 2 minutes. 7 ans après l'adoption des ODD par l'ONU, le temps commence à manquer pour atteindre les objectifs définis d'ici à 2030. Il y a sur l'objectif 16 la volonté de promouvoir l'avènement des sociétés pacifiques et ouvertes aux fins de développement durable. Si la situation est aussi instable que vous la décrivez, pensez-vous que l'atteinte des objectifs est remise en question? Oui, malheureusement, je pense qu'il faut être très honnête. Hein. Là, on a, encore une fois, c'était dans un monde normal, si vous voulez, où tout allait bien. Et c'est évidemment que, je veux dire, malheureusement, on ne pourra pas atteindre l'ensemble de ces objectifs. Alors, est-ce qu'ils seront décalés peut-être de 5 à 10 ans? C'est ça tout le problème. Et encore une fois, il y a une prise de conscience. C'est ça le plus important.
il y a cette prise de conscience, mais encore une fois, il faut des moyens. Il faut des moyens notamment en termes d'innovation. Et comme on a utilisé une grande partie de ces moyens, malheureusement, pour lutter contre la pandémie, maintenant contre l'inflation, c'est clair que malheureusement, on est très bon pour avoir des objectifs. Après, pour les remplir, c'est évidemment plus compliqué. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'avoir été notre Avec invité plaisir. aujourd'hui sur ODD TV. Merci.